Salut, alors moi c'est Emma, je suis en P2 médecine et dans cette vidéo je vais vous faire un petit topo sur le cours cible et mécanismes d'action. Je vais reprendre les points importants à retenir et je vous ai fait ça sous forme de tableau, comme ça vous pouvez faire des screens et puis après par exemple vous en servir en fiche de révision. Allez hop. Alors du coup on va voir 5 topos. Alors topo numéro 1 sur les notions clés. Du coup on commence par la définition de la pharmacologie. C'est l'étude des modifications physiologiques engendrées par l'administration d'un médicament à un organisme vivant. Et les modifications physiologiques, elles peuvent être souhaitées, du coup là on est dans les effets thérapeutiques recherchés, ou alors non souhaités, et là on sera dans les effets indésirables. L'action pharmacologique de la grande majorité des médicaments, elle va être due à la fixation du médicament sur une macromolécule cible. Elle peut être de différentes natures, ça va être des protéines principalement, ou autrement des acides nucléiques et des lipides. Ainsi, l'identification de la macromolécule cible, en fait, ça va constituer la première étape qui est indispensable pour comprendre l'action pharmacologique du médicament. Du coup, dans le topo numéro 2, on va voir la nature et la localisation de la macromolécule cible. J'ai un peu forcé sur les couleurs, vous allez voir, mais c'est pour vous aider à comprendre. On commence par les protéines transmembranaires, et du coup, on en a plusieurs types. On va avoir les récepteurs membranaires, les pompes ioniques, les transporteurs et les canaux ioniques. Dans les récepteurs membranaires, on a les récepteurs à protéine G et les canaux transmembranaires. Et en fait, du coup, quand le médicament va venir se fixer sur ces récepteurs, il va entraîner l'activation du récepteur, qui va se traduire ensuite par une modification d'activité cellulaire pour le récepteur à protéine G et par une ouverture à un passage d'ion pour le récepteur canal. On a ensuite les pompes ioniques, qui luttent contre le gradient en consommant de l'ATP. Les transporteurs, eux, ils peuvent être des sympores ou des antipores. Et ici, on a le passage d'ion dans le sens... En fait, on va avoir le passage d'ion dans le sens du gradient qui va fournir l'énergie nécessaire au passage d'autres ions dans le sens inverse du gradient. C'est ce qu'on appelle un transport actif secondaire. On va aussi avoir les canaux ioniques, qui sont spécifiques d'un ion et qui vont posséder un cycle de fonctionnement en 3 états, ouvert, inactivé, fermé. Autre catégorie, les protéines intracellulaires. Ça va être les enzymes et les protéines du cytosquelette. Les enzymes, elles vont posséder un fonctionnement en 2 étapes. D'abord la fixation du substrat qui est réversible, puis la catalyse de celui-ci qui est irréversible. Les protéines du cytosquelette peuvent aussi être la cible de médicaments qui, par leur fixation, vont agir sur la polymérisation, dépolymérisation des microtubules. Autre cible, les acides nucléiques, avec l'ADN dans le noyau et l'ARN qui peut être dans le noyau ou le cytoplasme. Ces acides nucléiques peuvent être ceux du patient ou bien ceux d'agents pathogènes. Et enfin, la cible peut aussi être les lipides de la membrane plasmique. Pareil, ça peut être ceux des cellules du patient ou bien ceux d'agents pathogènes. Ok, donc là on vient de voir toutes les différentes cibles sur lesquelles le médicament va pouvoir venir se fixer, et selon la cible de liaison du médicament, il va avoir des conséquences différentes. Déjà, il faut savoir qu'on a 2 types de liaisons possibles, c'est ce qu'on va voir du coup dans le topo numéro 3, les types d'interactions. On va avoir les liaisons non covalentes qui concernent la majorité des médicaments, et ça c'est super important à retenir. Ce type de liaison, il est réversible. On va avoir un équilibre en fait entre la forme liée et la forme libre. L'autre type de liaison, ce sont les liaisons covalentes, qui sont quant à elles irréversibles et qui provoquent les effets prolongés du médicament, car en fait la cible, vu qu'elle va être liée définitivement au médicament, les effets seront fonction de sa durée de vie. On va passer au topo numéro 4, donc là c'est vraiment le plus important, on va voir du coup les conséquences de l'interaction du médicament avec sa cible. Ça repose sur le modèle allostérique. Il faut bien comprendre qu'une protéine, elle existe sous différentes conformations, actives, au repos activables ou inactivables, qui sont en équilibre en fait ces conformations dans une situation physiologique. Mais lors de la fixation du médicament, on va avoir une stabilisation de la conformation et du coup, ça déplace l'équilibre de base vers une conformation. Comprenez bien qu'en fait, l'effet pharmacologique, il découle de ce déplacement de l'équilibre qui est dû à la modification de la répartition des conformations. Le déplacement de l'équilibre, en fait, c'est les flèches dans le cours du professeur Lang. Ok, du coup, maintenant qu'on a dit ça, on peut voir les conséquences de l'interaction selon le type de médicament. Car oui, un médicament, il peut être agoniste, du coup, il va reproduire l'effet du médiateur endogène, donc de la molécule du corps, en fait, qui agit normalement sur ce récepteur, ou alors le médicament, il peut avoir une action antagoniste, et là, il empêche l'effet du ligand naturel.
Du coup, si on est face à un médicament agoniste vrai, il agit exactement comme le médiateur endogène. Sa fixation va entraîner l'activation du récepteur, ce qui revient à une stabilisation de la conformation active. On a donc un déplacement de l'équilibre vers la forme active de la protéine. Un agoniste partiel, lui, se fixe préférentiellement sur le récepteur actif et donc stabilise la forme active. Par contre, il est partiel, donc l'effet sera modéré et moindre que la fixation du médiateur endogène. Retenez bien qu'il est partiel a une activité agoniste-antagoniste. Tout seul, il agit comme un agoniste, mais en présence d'agonistes vrais, il agit comme un antagoniste. Du coup, ça neutralise l'action, c'est pour cela qu'on les associe jamais en thérapeutique. L'agoniste inverse, lui, se fixe presque exclusivement au récepteur au repos et donc stabilise la forme au repos de la protéine, ce qui fait qu'il n'y a pas d'activation. Il antagonise l'effet du médiateur endogène puisqu'il déplace l'équilibre vers la forme au repos. Ensuite, on a deux types d'antagonistes. On va avoir les antagonistes compétitifs qui se fixent sur le même site que le médiateur endogène, qui ne peut donc plus se fixer. Du coup, l'activation n'est pas possible. Il va être déplaçable par contre s'il y a une forte concentration d'agonistes. L'autre type, c'est du coup l'antagoniste non compétitif. Il n'y a pas de compétition pour le site car il se fixe sur un site différent du médiateur endogène. Par contre, il stabilise une conformation où le médiateur endogène ne peut pas se fixer et ne peut donc pas entraîner l'activation. Retenez bien vraiment que les antagonistes, ils n'ont pas d'effet pharmacologique propre. Ils agissent en fait en empêchant l'action du médiateur endogène. Ils n'activent pas une action inverse, mais ils vont empêcher l'activation qui devrait être réalisée par le médiateur endogène. Du coup, on va finir par le topo numéro 5, les conséquences de l'interaction selon la cible. Car il faut bien comprendre que selon sur quoi en fait le médicament se fixe, les effets ils ne seront pas les mêmes. Le tableau qu'on a décrit juste avant, ça décrivait les effets de la fixation d'un médicament sur un récepteur membranaire. Il peut aussi se fixer sur d'autres cibles, comme des lipides, etc. Sur une pompe ionique, par exemple, et là, il y en a deux cités dans le cours qui sont à retenir, le médicament, il peut stabiliser, par exemple, la forme inactive de la pompe ionique via des liaisons réversibles. C'est le cas de la pompe NAK. Il peut aussi bloquer la pompe via des liaisons covalentes, et là, c'est le cas de la pompe HK. La cible peut aussi être un canal ionique et la fixation du médicament peut stabiliser la forme ouverte ou la forme inactivée. Attention, en thérapeutique, on ne stabilise pas la forme fermée car les conséquences peuvent être délétères. La cible, ça peut aussi être le cytosquelette. Si on a une fixation du médicament sur les dimères, alors là, ça va empêcher la polymérisation. Si on a une fixation sur le microtubule, là, ça empêchera la dépolymérisation. Le médicament peut aussi se fixer sur les acides nucléiques via des liaisons covalentes. Et du coup, pour finir, le médicament, il peut se fixer sur une enzyme, soit sur le même site que le substrat, soit par une inhibition compétitive classique ou par une inhibition irréversible. Le médicament peut aussi se fixer sur un site différent, et là, soit par une inhibition compétitive non classique, dite allostérique. En fait, on dit allostérique parce que le médicament et le substrat vont entrer en compétition, car la fixation du médicament va modifier la conformation de l'enzyme et le substrat ne pourra plus se fixer à l'enzyme malgré que son site soit libre. C'est pour ça en fait qu'on parle d'allostérique. Donc on avait dit inhibition compétitive non classique allostérique ou bien par une inhibition non compétitive. Dernier point qui tombe souvent au concours, le substrat suicide. Il correspond en fait au métabolite qui est issu de la dégradation du médicament par l'enzyme. Celui-ci va venir se fixer de façon covalente à l'enzyme et va l'inhiber de manière irréversible. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Ce cours, c'est vraiment de la compréhension, donc n'hésitez pas à prendre le temps qu'il faut pour le revoir et surtout entraînez-vous. C'est vraiment toujours le même type de questions qui tombent. Sinon, je vous souhaite plein de courage pour la suite, même si la période elle est vraiment pas simple. Dites-vous que vous ne loupez absolument rien. La vie sociale, elle est à néant pour tout le monde en ce moment, donc restez focus sur vos objectifs et franchement, ça devrait bien se passer.